Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et des enjeux sociétaux un axe majeur de leur développement. Dans notre sommaire aujourd'hui, deux thèmes. Le débat, il portera sur l'avenir de la filière hydrogène, notamment sur les rails. Les premiers trains à hydrogène sont prévus pour 2023 pour remplacer notamment des TER à propulsion diesel. Et puis dans Smart Ideas, c'est le troc entre professionnels que je vous propose de découvrir avec France Barter, qui est un réseau d'échange de marchandises et de services. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite, le débat. Comment se développe la filière hydrogène en France, notamment sur les rails? Comment produire un hydrogène bas carbone? Voilà les questions que l'on va aborder tout de suite avec Thierry Martin. Bonjour. Bonjour. Le cofondateur d'Enerlis. Et puis avec nous en visioconférence, Jean-Aimé Mougenot, directeur TER délégué à la SNCF. Bonjour Monsieur Mougenot, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, bonjour. Parfait, on va dialoguer ensemble. Thierry Martin, il faut peut-être poser le décor, quoi. Ça va commencer par dire, par savoir de quel hydrogène on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand ce gaz est extrait par reformatage du méthane, c'est ça? Là, on est dans un bilan carbone qui est assez catastrophique. Mais surtout, oui, effectivement. Là, on parle d'hydrogène carboné, Oui. ou bien une autre façon de le produire, qui est une façon décarbonée, où là, on va utiliser l'électricité qui, elle, est renouvelable. Alors, c'est ce que vous proposez, vous, un hydrogène bas carbone. Alors, sans rentrer dans le détail technique, parce qu'on va s'y perdre, ça consiste en quoi pour, voilà, vous me parlez, moi, j'y connais rien, donc pour m'expliquer ça. En fait, actuellement, il y a beaucoup d'hydrogène qui est disponible, qui est très utilisé par l'industrie depuis très longtemps. L'hydrogène, ce n'est pas nouveau, je crois, c'est depuis une centaine d'années, les industriels l'utilisent beaucoup. Mais effectivement, il a le malheur d'être carboné. Alors, on vous dit que quand vous en mettez dans vos voitures ou dans tout ce qui est moyen de transport, il n'en ressort aucune pollution, contrairement à certains carbures, comme le gasoil ou autre. Là, en revanche, il ne ressort rien. Mais l'inconvénient, c'est qu'en amont, il y a ce carbone-là. C'est les conditions pour le produire, c'est ça? Donc l'idée maintenant, c'est de dire on va fabriquer de l'hydrogène décarboné le plus possible, soit à partir de l'électricité nucléaire, par exemple, qui est produite en France, soit, peut-être encore mieux, à partir des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Donc cette électricité va produire de l'hydrogène décarboné. Et c'est ce que vous proposez dans votre société depuis 2013, c'est ça? Alors, vous avez commencé par les énergies renouvelables, c'est ça? On a commencé par tout ce qui était l'efficacité énergétique. Oui. Enerlis, on se présente comme une entreprise générale de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on part de la conception, les travaux et leur financement. Tout secteur, aussi bien le bâtiment, l'industrie que la mobilité. La mobilité en hydrogène, on n'est arrivé que depuis à peine un an, en fait. On est arrivé début 2020, où là, on est parti des territoires. Il y a une réelle appétence pour les territoires français maintenant de décarboner. C'est vraiment le métier d'Enerlis. Alors d'abord, on s'occupait des bâtiments. Ensuite, on s'est occupé des bureaux, des écoles. Ensuite, on s'est occupé des industries qui se trouvaient sur le territoire. Et pour la mobilité, on a surtout trouvé l'hydrogène décarboné. Alors, l'hydrogène décarboné, Jean-Aimé Mougenot, cette question, et puis après vous allez évidemment détailler ce programme planétaire, là ce qu'on voit c'est s'écrire derrière vous, donc ce remplacement des TER diesel par des TER à hydrogène. Cette question des conditions de la production de l'hydrogène qui vont propulser ces futurs TER, cette question elle est évidemment centrale. Vous cherchez des fournisseurs qui proposent un hydrogène bas carbone ? Alors effectivement, hein, le ferroviaire et SNCF est un acteur du bas carbone, évidemment. Et j'ai coutume de dire qu'un voyageur qui se déplace en train émet 8 fois moins de CO2 qu'un conducteur à bord de sa voiture tout seul. Donc c'est vraiment notre recherche et notre leitmotiv, c'est bien de réduire les émissions de CO2. C'est ce qui rythme et c'est ce qui guide notre démarche dite planétaire. Qui représente plusieurs volets. Et dans un de ces volets, il y a la recherche, le travail sur les technologies qui vont nous aider à décarboner pour les TER, pour les rames TER. Et évidemment, à l'intérieur de ça, il y a une des solutions, c'est l'hydrogène. Mais nous regardons bien le sujet dans son ensemble. Il ne s'agit pas simplement, comme monsieur le disait, de réduire les émissions, même si c'est important. Nous visons à être
décarboner sur l'ensemble, c'est-à-dire à utiliser des sources d'énergie qui ne sont pas elles-mêmes émettrices de CO2. Et donc, nous sommes en recherche, effectivement, et avec nous, les régions pour lesquelles nous travaillons, puisque les autorités organisatrices de transport sont maîtres d'ouvrage là-dessus. Nous venons en conseil et en appui. Nous recherchons à la fois les constructeurs et nous recherchons effectivement, mais ce sont les régions qui le font dans la plupart des cas, des situations de distribution et de production qui sont bas carbone, évidemment. Alors, on est à quelle échéance quand on parle de TER à hydrogène ça pourrait commencer à rouler où et quand? Alors, nous avons lancé avec, justement, je le disais, avec les régions, une démarche et le constructeur Alstom, une démarche qui a commencé en 2018, fin 2018, pour regarder quelles étaient les conditions de mise en œuvre et d'application. Elle est en train d'aboutir, puisqu'on en parle aujourd'hui, et ça fait beaucoup de une de médias. Nous sommes en train d'aboutir par les régions à des commandes de matériel qui vont être construites, évidemment, et nous visons à des premières circulations expérimentales en 2023 pour des premières circulations dites en commercial, c'est-à-dire avec des voyageurs à bord, fin 2025. Est-ce que ça suppose, Jean-Aimé Mougenot, de nouvelles infrastructures? Qu'est-ce que ça suppose pour la SNCF en termes d'infrastructures? Bien entendu, derrière cette nouvelle énergie qui est celle de l'hydrogène, la principale modification est à l'intérieur des TER eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on remplace effectivement un moteur diesel par une pile à combustible et on y adjoint un réservoir à hydrogène. Voilà, ça c'est pour la technologie et c'est le plus lourd puisque ça représente une évolution forte par rapport à ce que nous avons habituellement. Nous avons aujourd'hui 600 de nos TER qui sont strictement avec des moteurs diesel sur un parc de 2200. Donc, d'où l'intérêt de travailler ces technologies. Donc, oui, c'est une modification lourde. Il nous faudra ensuite travailler dans nos technicentres, dans nos ateliers de maintenance, pour pouvoir, et nous sommes prêts bien entendu, pour pouvoir les adapter à maintenir cette nouvelle technologie. Et de leur côté, puisque ce sont les autorités organisatrices qui le font, elles vont mettre en place des sites de production et de distribution adaptés, et ce point-là est important. Alors Thierry Martin, est-ce que vous travaillez déjà avec la SNCF? Est-ce que vous pourriez travailler avec la SNCF à l'avenir? On en rêve, ouais. On a commencé avec la SNCF pour la partie énergie solaire. Parce que si je fais une petite présentation d'Enerlis, Enerlis c'est 150 personnes depuis 2013. On est sur 13 agences toute la France, donc on s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui permettait de décarboner les territoires. Et lorsqu'on va voir les territoires, on leur propose de baisser la consommation énergétique. Et le deuxième volet, c'est de développer l'énergie renouvelable. Donc SNCF a été très intéressé par notre démarche de panneaux solaires sur des gares. Donc on a fait un premier site pilote à Lézignan-les-Corbières avec SNCF Sud. Et l'idée après, c'est de développer de plus en plus d'énergie renouvelable. Et après, bien entendu, si SNCF était intéressé, pourquoi pas fabriquer avec eux des champs solaires qui permettront de fabriquer l'hydrogène. Ça, je ne sais pas si M. Mougenot a déjà des plans dans ce domaine-là. Est-ce que M. Mougenot, vous avez déjà des prévisions sur justement les conditions de production de cet hydrogène bas carbone, c'est-à-dire s'associer, créer un champ effectivement de panneaux photovoltaïques? Est-ce que vous en êtes déjà là? Bien entendu, et d'ailleurs c'est le fruit de nos travaux que j'évoquais tout à l'heure. Nous recherchons effectivement un hydrogène, mais un hydrogène vert évidemment. Nous savons qu'il est plus cher évidemment aussi à produire, et si nous nous engageons avec les autorités organisatrices dans cette démarche, c'est que nous avons vraiment confiance dans les perspectives que donnent les nouveaux sites de production et les nouvelles technologies, et ce que développe Monsieur Martin
fait partie effectivement des solutions que nous pourrons à un moment donné mettre en œuvre. Mais je voudrais dire que ce type, et notamment l'énergie solaire, je parlais d'une palette de travail. Nous cherchons vraiment toutes les solutions qui vont nous permettre de réduire les émissions de CO2, bien entendu avec l'hydrogène, mais aussi avec tout un tas d'autres solutions. Alors, je voudrais regarder ensemble quelques chiffres. Vous avez cité quelques-uns, Jean-Aimé Mougenot, qui concernent effectivement les TER. 8200 trains par jour, 26% de trains diesel, 52% de trains électriques. Il y a 22% de trains qui sont en bimode. Et vous l'avez dit, 8 fois moins d'émissions de CO2 qu'une voiture pour un passager. D'une certaine façon, TER, c'est déjà un moyen de transport faiblement émetteur de CO2. Vous l'avez dit, mais il faut le détailler, ça, le rappeler. Bien entendu, c'est un peu dans notre ADN, hein, le bas carbone en fait partie. L'économie de l'énergie fait partie de l'histoire de la SNCF. Quand on regarde les émissions des transports en France, ça représente 136 millions de tonnes de CO2 par an. TER ne représente que 0,5%, c'est-à-dire à peu près, hein, en arrondissant, 700 000 tonnes de CO2 par an. On peut se dire que c'est pas beaucoup. Nous, bien entendu, avec les régions, on se dit que c'est beaucoup trop. Et quand les moteurs diesel représentent 60% des émissions, d'où notre intérêt pour toutes les solutions technologiques qui vont nous aider à réduire les émissions de CO2. On travaille aussi sur les trains à batterie, on travaille aussi sur les biocarburants et aussi sur les biogaz. Évidemment, toutes les options sont travaillées, mais ce que je voudrais dire pour l'hydrogène, ce qui est important, c'est que dans notre démarche, parce que le débat a toujours lieu, hein, est-ce que ça vaut le coup, si je peux dire. Oui, pour la démarche que nous mettons en œuvre, nous avons choisi, enfin 4 régions se sont positionnées, et les 4 régions qui se sont positionnées, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie, ces 4 régions sont en train de travailler à ce que des sites de production et de distribution se fassent à proximité. Donc voilà, notre objectif, c'est bien de viser à réduire ces émissions. Et dans le programme planétaire, qui est notre programme vraiment de réduction, nous avons un objectif d'ici à 2025, nous-mêmes, de réduire de 100 000 tonnes. Donc de passer de 700 000 à 600 000. Et chaque fois qu'on fera un pas vers les biocarburants ou encore plus vers l'hydrogène, nous réduirons encore plus cette facture énergétique, et ça sera pour le bien de tous. Alors Thierry Martin, ça c'est important, la notion de circuit court, c'est quelque chose que vous développez vous aussi ? Exactement, M. Mougenot l'a parfaitement démontré. Dans le coût de l'hydrogène, il peut y avoir plus de la moitié qui sont des coûts de distribution. C'est-à-dire qu'on va le produire à un certain endroit. On ne peut pas non plus mettre des productions d'hydrogène dans le centre-ville, comme voudraient beaucoup de maires en ce moment. Il faut faire un peu attention quand même. Et puis, on s'aperçoit aussi que si on veut un prix, il faut massifier. Donc, des grosses unités de production. Qui dit grosse unité de production, dit distribution. Et là, vous pouvez perdre les économies d'échelle à cause de la distribution. Donc, nous, on fait bien attention à ça. Et moi, l'un des partenariats que je souhaiterais aussi proposer à la SNCF, c'est peut-être aussi d'utiliser chaque élection présidentielle, on parle du fret ferroviaire. Bon, c'est pas si simple à mettre en œuvre. Malheureusement, il y a encore beaucoup de camions sur les routes. Mais là, vu les coûts de distribution de l'hydrogène, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en utilisant SNCF pour distribuer cet hydrogène. Parce que vous avez compris que si on produit à un endroit l'hydrogène et qu'on le livre à 100 ou 200 km et qu'il n'y a pas encore un camion hydrogène, mais c'est un camion à gasoil, il y a une petite rupture de chaîne, là, encore une fois. Donc, il faut faire un peu cohérent, attention. effectivement. C'est ça. Ouais. Donc, on dit peut-être qu'avec SNCF, il y a un moyen de faire quelque chose de très intéressant. Parce que les maires sont très demandeurs d'installations, de centres de distribution de l'hydrogène, c'est ça ? Oui, en caricaturant, je veux dire que chaque maire, maintenant, veut son centre pas seulement même de distribution, même de production. Parce que certaines régions discutent. Je n'ai jamais été autant appelé par les métropoles en ce moment, qui aiment bien notre façon un peu pragmatique, parce que là où certaines personnes
les grands leaders français vous parlent d'hydrogène décarboné, d'hydrogène vert, mais en revanche, les grands leaders vont surtout sortir en quantité d'hydrogène décarboné en 2025, 2026, si tout va bien. Donc Enerlis est pratiquement le seul en France à pouvoir livrer des quantités assez conséquentes. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Oui. Donc on est appelé par des maires, on leur dit nous on peut vous en distribuer pour vos bus. Puisqu'on leur demande de décarboner. Mais en fait, finalement, la livraison de cet hydrogène vert va être le goulot d'étranglement, parce que vous pouvez acheter tous les bus que vous voulez qui roulent à l'hydrogène, mais si vous n'avez pas d'hydrogène à mettre dedans, vous allez être embêté. Donc nous, on est capable de sortir ça très très vite. Et les maires nous demandent, d'accord, vous m'en livrez, mais moi, je veux aussi en produire. On dit, attention, ça coûte cher et puis ça peut être dangereux si vous ne faites pas attention. Donc il faut des professionnels pour évidemment installer tout ça. Et je crois qu'il faut y aller step by step. Pareil, les gros leaders français n'ont pas la solution à tout. Et encore une fois, le côté pragmatique d'Enerlis, c'est d'assembler ce qui se fait mieux en France si c'est possible, bien sûr. Mais après, d'aller chercher ce qui se fait en Norvège, aux États-Unis, dans d'autres pays, pour pouvoir livrer des sites clés en main. On va commencer par livrer déjà de l'hydrogène, il n'y a pas besoin non plus de grosses quantités. Les bus ne sont pas encore là. Ils arrivent bientôt, dans 2-3 ans, mais ils ne sont pas encore là, ainsi que les trains dont parlait monsieur. Ensuite, on va commencer à parler de stations de distribution pour pouvoir acheminer l'hydrogène que nous allons fabriquer. Et troisièmement, dire effectivement aux régions, on va vous aider maintenant à en produire, en mettant des champs solaires, en mettant différentes choses en place. Le plan hydrogène, il y a une volonté du gouvernement de créer une filière hydrogène en France. Vous pensez qu'il avance suffisamment vite? Qu'est-ce qui vous manque dans ce plan, vous? En fait, je dirais que c'est l'histoire d'avoir à la fois des bus disponibles et à la fois de l'hydrogène disponible. T'entends, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, mais on a du mal à avoir les deux en même temps. Une grosse quantité, mais oui, si moi je produis beaucoup d'hydrogène demain et que personne ne me l'achète, je ne serai pas avancé. Même chose pour les bus, si les maires achètent, ou les collectivités achètent des bus et qu'il n'y a pas d'hydrogène dedans, ça va être embêté. Moi, je trouve que le plan fait par le président Macron est excellent. Entre nous, on n'a jamais autant parlé d'hydrogène que depuis qu'on parle de batterie électrique. Pourquoi, à mon avis? Parce que les gens se sont aperçus que les batteries électriques, ce n'était pas la panacée. Je ne sais pas si vous avez une voiture électrique. Bon, on a un peu acheté chez Enerlis. Lorsque vous achetez une voiture électrique qui est donnée pour 500 km d'autonomie et qu'au bout de 200-250 km, vous commencez à sentir la fin de la batterie, vous comprenez que l'hydrogène a un réel essor. Alors au début... En fait, l'hydrogène répond aux inconvénients de la batterie, si je peux me permettre. Peut-être que M. Mougenou nous donnera son avis. Mais vous ne pouvez pas mettre des batteries dans des gros camions ni dans des trains. Ou on peut en mettre, mais ça va être très lourd, très coûteux. C'est une énergie qui est... Où est-elle le mieux adaptée pour vous? Pour quel moyen de transport? Alors d'abord, on a commencé par en parler pour les moyens lourds, pour la mobilité lourde. Nous, on est en contact avec beaucoup de ports français qui sont très demandeurs pour ça, pour les bateaux. Effectivement, pour les bus... Et là, maintenant, on voit bien que ça démarre dans les régions avec les trains aussi. Donc, c'est cette grosse mobilité qui, quelque part, est un peu incompatible avec des batteries électriques. Vous avez vu, il y a un Tesla du camion qui s'est voulu se lancer à la bourse américaine et qui va de catastrophe en catastrophe. Donc, on dit, voilà, les batteries, c'est superbe, mais ça ne marche pas pour la grosse mobilité. Donc, l'hydrogène. Moi, je crois vraiment aussi à l'hydrogène pour le véhicule léger, pour les voitures, alors qu'actuellement, les grands experts, beaucoup plus experts que moi peut-être, disent qu'ils n'y croient pas forcément. Je pense qu'il y a deux petits problèmes. Déjà, premièrement, on n'a pas d'hydrogène vert tout de suite en grosse quantité disponible avant 2025-2026. Donc, autant qu'on commence par le plus facile pour l'hydrogène. Et puis, je me pose aussi des questions. En ce moment, on ne parle que des gigafactories, des Airbus, des batteries. Encore ce matin, dans une presse économique, j'ai lu, on parlait que de ces histoires de grosses usines. Qu'est-ce que ça va être de ces grosses usines si d'un seul coup on découvre que finalement l'hydrogène pour une voiture c'est bien aussi parce que c'est 700 km d'autonomie, c'est un plein en 5 ans, en 5 minutes, pardonnez-moi. Imaginez que toutes les énergies vont cohabiter, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est ce que tout le monde souhaite mettre en place. On le verra, mais en tout cas les gros problèmes de la grosse voiture, c'est l'autonomie, c'est 200 et quelques kilomètres au lieu des 500-600, et puis c'est de la recharge. Alors, même si on vous dit que c'est rechargeant un quart d'heure, c'est pas si facile que ça à mon avis. Et l'hydrogène, ça coche toutes les cases. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas. On fait du troc entre professionnels. Merci messieurs. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas avec une start-up à l'honneur, comme tous les jours dans Smart Impact. Et la bonne idée du jour, elle est signée Arthur Barr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de France Barter. Quand et avec quelle idée vous l'avez créé ? Tout à fait, donc merci. Donc je suis Arthur, cofondateur de France Barter. Donc France Barter, c'est parti de deux constats. C'est que les entreprises ont énormément de capacités de production inutilisées. Donc ça, c'est un énorme gâchis, capacité de production. Ça peut être en fonction de son secteur, du temps humain, du temps machine, de l'espace de stockage. Et à côté de ça, elles ont du mal à se financer. Et le barter, ça permet aux sociétés d'échanger plutôt qu'acheter. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser un actif qui n'est pas utilisé comme moyen de paiement sur notre plateforme. On existe depuis 2016. Depuis 2016, donc c'est une jeune entreprise encore. C'est quoi ? C'est du troc entre professionnels en quelque sorte ? Exactement, c'est une plateforme qui est dédiée exclusivement aux entreprises. Et les entreprises viennent sur notre plateforme pour échanger plutôt qu'acheter. C'est-à-dire qu'il y a deux clés d'entrée, elles vont mettre des offres, c'est-à-dire qu'elles souhaitent échanger et leurs besoins. Et nous, on va leur proposer des opérations d'échange en remplacement des opérations d'achat. Donc les entreprises, quand elles ont quelque chose à acheter, elles veulent un site web, du vin pour des cadeaux d'affaires, du mobilier, elles viennent sur notre plateforme et plutôt que de débourser des euros, elles vont payer cet achat directement en échange de leur propre production de produits ou de services. Donc il n'y a pas de sortie d'argent et c'est l'avantage, c'est qu'on paye en échange de nos stocks et pas en échange d'une transaction monétaire. Oui, alors avec un système de crédit, j'imagine qu'une entreprise, elle propose elle-même un service, un produit, et ça lui donne un certain nombre d'équivalents euros, c'est ça ? Exactement. Donc l'échange, il peut être bilatéral. J'échange un stock de vin contre un site web, par exemple. Donc ça existe, ça. Il y a des entreprises qui échangent vraiment l'une avec l'autre, quoi. Ouais, de temps en temps, il y a un match, on va dire, précis, mais c'est rarement le cas. Et souvent, elles utilisent l'unité de compte. Donc c'est-à-dire qu'on peut fournir du vin à une société, avoir des crédits d'échange et les dépenser chez n'importe quelle autre société du réseau. Et nous, notre rôle en tant que plateforme, c'est de centraliser et de sécuriser ces plateformes dans un cadre légal. Alors ces crédits, vous les appelez des barters, c'est ça ? C'est ça, donc un crédit barter, c'est un barter euro, c'est égal à 1 euro. Et donc le fondement juridique de l'échange, c'est la facture par compensation, c'est peut-être un peu ennuyeux pour ici, mais il y a des factures sur chaque échange et un crédit barter égale 1 euro et est utilisable auprès des 1800 entreprises du réseau. Vous fonctionnez comme une coopérative en quelque sorte ? Alors, c'est un fonctionnement centralisé. Nous, en tant que plateforme, on centralise, on a une grosse base de données avec toutes les offres des entreprises et tous les besoins. Et on est aidé à la fois par nos animateurs réseau et nos algorithmes pour faire correspondre ces offres et ces besoins et proposer les meilleures opérations d'échange aux entreprises. Quelle est la part de l'innovation, justement ? Vous parlez d'algorithmes. En quoi ça intervient dans le fonctionnement de France Barter ? Alors, ça intervient, ça nous aide à faire du match entre les offres et les besoins. Parce que nous, notre métier, c'est de recueillir beaucoup d'informations. Donc, on a plus de 1800 entreprises qui s'inscrivent et mettent tous les jours des offres et des besoins. Et nous, on doit être capable de leur proposer des opérations d'échange qui soient pertinentes avec la taille de leur entreprise, leur stratégie, leur situation géographique. Donc les algorithmes dégrossissent ces opérations d'échange et nos animateurs réseau font des propositions plus précises et plus personnalisées. Alors, est-ce qu'il y a des produits phares ou des services phares on va commencer par les produits les plus échangés peut-être sur France Barter. Sans surprise, le produit numéro 1, c'est le vin. Ah oui ? Un pays où il y a beaucoup de vin. Ouais. Et un exemple très concret, on a une maison de vin qui s'appelle le domaine Gaillard, qui est à Lyon. Et eux, ils ont financé toute leur stratégie digitale en finançant donc l'achat de 2 sites web, référencement, directement en échange de stock de vin. Donc voilà, on a du vin. Et puis le vin, ça se vend très très bien dans les cadeaux d'affaires. Donc on a beaucoup de vin. Un autre exemple, une société lyonnaise qui s'appelle Recom, qui fait de la prospection commerciale externalisée, qui a financé l'aménagement de ses nouveaux bureaux directement, sans sortie de trésorerie, donc en organisant des campagnes de prospection, donc sa capacité de production. Donc ça, c'est le produit le plus échangé, le vin. Et les services les plus échangés, c'est quoi ? C'est de la communication, je ne sais pas. C'est justement la digitalisation qui est ce qu'on va venir acheter en barter aujourd'hui. Ce qui est effectivement très acheté en barter, c'est tout ce qui est digital. Donc les entreprises, souvent, elles sont dans une forme d'immobilisme, elles ont besoin de refaire leur site, de refaire leur stratégie, à faire un peu de référencement, mais elles n'ont pas trop de cash, elles n'ont pas trop la trésor, du coup elles repoussent cet achat, et le barter, ça leur permet de financer une belle transition digitale en préservant sa trésorerie. Vous jouez aussi un rôle de partenaire des territoires, d'une certaine façon. Ouais, alors le rôle de notre plateforme, effectivement, ça va être de cartographier sur notre technologie toutes les actifs inutilisés des entreprises. Donc
on ne va pas dire qu'on remplace les chambres de commerce, mais on joue un rôle fédérateur sur le territoire, et on sait sur quel territoire, quels actifs sont utilisés et quelles contreparties on peut mettre en face. Donc effectivement, on joue ce rôle. Qu'est-ce qui fait hésiter un professionnel quand vous présentez France Barter, que ce soit un artisan, une entreprise, qu'est-ce qui peut les faire hésiter? Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau. On va toucher quand même à l'argent. On fait des transactions qui sont non monétaires. Donc, les 12 millions d'euros de transactions qu'on a fait sur France Barter, elles ne sont pas passées par le système bancaire. Donc, il faut quand même une certaine confiance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il y a toutes les plateformes de financement participatif qui ont quand même bien évangélisé avant nous, qui ont bien dégrossi le marché. Et les gens, ils ont acquis une certaine confiance dans ce que c'est de la finance alternative. C'est un moyen de se financer sans les banques. Et elles nous ont bien dégrossi le terrain. Et maintenant, les chefs d'entreprise, ils mettent beaucoup plus volontiers leurs actifs sur France Barter qu'il y a 3 ans où c'était plus difficile. On s'est pris plus de portes dans le nez. Là, on a senti que c'était un peu plus facile. L'argument économique, évidemment, les économies qu'on peut faire, il est majeur. C'est l'argument numéro 1. Les entreprises, elles viennent sur France Barter pour échanger plutôt qu'acheter. On a des projets d'achat, plutôt que de les payer avec notre trésorerie dans ces temps d'incertitude, autant les payer en mettant à disposition une production qui ne serait pas forcément vendue. Donc c'est vraiment dans une logique d'optimisation qu'on vient sur notre plateforme France Barter. Vous avez modélisé l'économie moyenne faite par les entreprises qui utilisent France Barter? Ouais, alors les entreprises actives, elles économisent en moyenne 6 000 euros sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est autant d'achats qui sont remplacés par des échanges. Mais on est vraiment dans une logique d'optimisation. On n'est pas là pour remplacer toutes les transactions, on est là à un moment de la vie de l'entreprise quand elle a du temps humain, des chambres d'hôtel, de l'espace média, des choses qui ne sont pas vendues. Autant les mettre à profit dans des opérations d'échange qu'elles soient perdues. Merci beaucoup, merci Arthur Barre, à bientôt sur Bismart et bon vent à France Barter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent sur les box. Sinon, on est disponible évidemment 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.